Oui, c'est maintenant l'heure dans toute liberté sur LCI. Donc, une heure de décryptage, de débat sans tabou et sans langue de bois. Ensemble, en toute liberté, on est ensemble jusqu'à 10h. Ça n'arrive qu'en France. Chez Molière, les précieuses ridicules, ce sont ces femmes qui confondent style et vérité, vernis et profondeur. Ça vous rappelle quelque chose ? 3 siècles et demi plus tard, nos précieuses ridicules, ce sont nos politiques, engoncés dans leurs grands mots, leurs bons principes. Ils disent modèle social, valeurs républicaines, grandeur de la France. Mais pendant ce temps, la note du pays est dégradée par 2 agences. Le gouvernement ne tient qu'à un fil. Sur les retraites, on s'en mêle, on va d'ailleurs en parler. Et en Europe, on s'isole. Ah, et puis un ancien chef de l'État est emprisonné. Quoi qu'on en pense, ce jugement fait très mauvais effet. Enfin, clou du spectacle. Mesdames, messieurs, voici le Louvre qu'on vient braquer sous nos yeux ébahis. La France n'a pas seulement égaré ses bijoux, elle a perdu la clé du coffre. Mais chaque semaine, pourtant, on rejoue cette comédie. Ici, une lettre rectificative au budget. Là, un référendum agité comme un éventail. Un ministre qui valse, un autre qui reste pour la photo. Tout brille, rien ne tient. Nos précieuses ridicules, ce sont ces dirigeants qui parlent comme à l'Académie et gouvernent comme dans un vaudeville. Raison budgétaire, les entend-on jurer, mais le réel, il cogne, il est social et là, on se bouche le nez. Chez Molière, les précieuses faisaient rire. Chez nous, elles inquiètent. Saviez-vous que le dramaturge avait joué cette pièce au Louvre ? 366 ans plus tard, la France en donne une nouvelle version, mais sous le masque, elle nous fait beaucoup moins rire. Ça n'arrive qu'en France. Figurez-vous les amis que comme James Bond, j'ai 7 secondes pour faire cette chorégraphie gigantesque de la table à une autre. Bonjour Nicolas Dos, comment ça va ? Ça va très Merci bien. d'être resté avec nous. Avec nous aussi, donc vous êtes chroniqueur économique, mais on vous ne présente même plus J'ose, j'ai envie de dire. Et oui, Joli. Je vous ai trouvé un petit slogan. Guillaume Audat. Moi j'adore la cravate club. Oui, ça remet pas, Guillaume. Non, j'adore. Wall Street, États-Unis, C'est New Wall York. Street. Ah, great is good. Il y en a certains qui portent une écharpe, d'autres une cravate, systématiquement la même. Donc Guillaume Audat, vous êtes Voilà, spécialiste des relations internationales, je crois qu'on peut dire comme ça, journaliste international. Voilà. Tintin reporter. Journaliste. Vive la vie. Vive la vie, ouais. Christophe Barbier, vous êtes Christophe Barbier, Spécialisé des écharpes. spécialiste en écharpe, C'est le vrai. le vrai, le true, the one and only. Et puis Emmanuel Ducrot, vous êtes éditorialiste économie à l'opinion. Moi aussi, j'ai mon écharpe. Vous aussi, et vous l'avez tricoté vous-même, Emmanuel. Allez, on passe à la une 1. On enchaîne, on enchaîne. Sans petit bumper, c'est un dossier, les amis, qui n'en finit plus. Il m'en reste un peu, je vous le mets quand même, Nicolas Dose. Les retraites, bien sûr. Il y en a un peu plus, je vous le laisse. C'est ça. Emmanuel Macron a une nouvelle fois mis le feu aux poudres hier, en marge de sa visite en Slovénie. Écoutez-le. Le Premier ministre a fait un choix pour apaiser le débat actuel qui a consisté à proposer le décalage d'une échéance. Je le dis ici parce que ça n'est ni l'abrogation ni la suspension. Alors, ni l'abrogation, ni la suspension. Alors, pendant que le PR disait ça, parle d'un simple décalage, Nicolas, Sébastien Lecornu, lui, il dit ça à l'Assemblée. Aussi, Monsieur le Président Vallot, parce que je souhaite, et j'entends aussi les attaques dont nous faisons l'objet sur notre bonne foi, je souhaite vous dire que le Conseil d'État a été saisi cette nuit d'une lettre rectificative et qu'un Conseil des ministres aura lieu jeudi matin pour l'adopter. Donc, lui, il parle bien de quoi il parle d'ailleurs ? D'abord, c'est vraiment la petite cuisine qui intéresse 100 personnes en France. Non, écoutez, dites pas ça maintenant. Si, mais si, parce que c'est bien. le distinguo entre la lettre rectificative ou le fait que ça arrive par amendement. Alors évidemment, si c'est par lettre rectificative, ça veut dire que la question des retraites est présente dès le texte initial, ce qui signifie qu'à ce moment-là, si on arrive au terme de l'examen et que l'examen échoue dans son timing de 70 jours ou de 50 jours pour la loi de financement de la sécurité sociale, le fait d'avoir fait la lettre rectificative Nicolas. fait qu'on n'agira pas en ordonnance et qu'à ce moment-là, la retraite fera partie du texte initial, ce qui n'eût pas été le cas si on était passé par amendement. Bon, vous avez raison, là, je me suis endormie. Attendez. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Donc lui, il dit gel.
L'autre dit décalage. Ah, c'était sur... Oui, c'était sur ça. La même chose, c'est ça. Alors, la différence entre un décalage et une suspension. Il a redit un truc, le président Macron. Je vous dis, ça intéresse 100 personnes. Attendez. Oui, mais dans les 100, il y a Anaïs Bouton. Et ça compte beaucoup. Mais non, mais... Attendez, regardez ce qu'il a dit, le président. Sur ce sujet, les perspectives de référendum sont possibles. Encore faut-il qu'on sache sur quoi. Et donc, elles ne pourraient se faire, mais il ne m'appartient pas encore de décider cela, sur un accord qui serait ainsi scellé. Alors, donc, pas d'abrogation, pas de suspension, mais pas un possible référendum. Bref, un Premier ministre qui essaye de temporiser, un président qui brouille les cartes. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, Nicolas ? Je vous dis, c'est un bazar. C'est sémantique, c'est quoi ? Pour l'instant, c'est politique. C'est surtout Christophe qui aura la réponse, parce que moi, si vous m'amenez sur le terrain de la retraite, sur l'économie, je vais pas m'arrêter à ce qui s'est passé pendant 24 heures entre la déclaration de Ljubljana d'un côté, le coup de la lettre rectificative qui est arrivée au Conseil d'État. Donc, vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, même si on plante le débat, eh bien, vous aurez quand même votre contre-réforme des retraites, savoir si un décalage ou une suspension, il y a une différence. Objectivement, le sujet n'est pas là. Donc, alors, le mot qui a un peu, à mon avis, mis le feu aux poudres du côté de la gauche, c'est ils comprennent qu'il n'y aura pas d'abrogation. Parce que l'idée, c'était on va suspendre avant l'abrogation. Ça, à mon avis, ça les angoisse un peu, parce que c'est quand même l'espérance ultime, c'est qu'on revienne à 62 ans. Après, ce qui est quand même plus intéressant... Contrairement à toute l'Europe, à chaque fois on le redit, voilà. C'est rigolo. Là, on est à contre-courant, bien sûr. Vous avez vu que les Allemands, maintenant, accordent des ristournes aux vieux qui acceptent de travailler à l'âge de la retraite, des ristournes d'impôt. Non, mais la nouveauté, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir un référendum. Mais non, mais ça... Ah si. Si. Ah ben si. Si, c'est là où il y a vraiment... Je sais pas, pour moi, c'est un mot jeté comme ça. Mais peut-être, c'est un mot jeté comme ça, mais il faut quand même se poser la question. Qu'est-ce que c'est un référendum ? C'est dire oui ou non. Oui, vous voulez dire oui à quoi ? C'est ça le sujet. Est-ce que vous voulez dire oui à l'âge du départ à la retraite ? Est-ce que vous voulez dire oui au niveau des cotisations ? Et est-ce que vous voulez dire oui au niveau des pensions ? Enfin, je veux dire, dans les retraites, il y a déjà 3 questions auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou non à aucune. Enfin, c'est pas très responsable. Alors, on va entendre le père Fouras, Christophe Barbier, parce que là, c'est vrai qu'on ne comprend rien. En fait, quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, c'est la journée, c'est l'une des journées de Christophe. Christophe, expliquez-nous. C'est politique, en effet, mais c'est très important parce que c'est pas seulement de la petite tambouille à court terme pour savoir si suspension, décalage en jouant sur les mots, on va trouver une solution qui rassure les socialistes. Ils auront bien leur suspension, quoi qu'il arrive du débat budgétaire. Ça, le Cornu a joué finement, profitant du dérapage du président pour dire rassurez-vous, j'ai envoyé la lettre. Quoi qu'il arrive, les débats s'enlisent, les débats ne s'enlisent pas. Pourquoi il fait ça, le président Macron, enfin ? Il fait ça d'abord pour exister sur sa réforme, parce que c'était le marqueur de son deuxième mandat. Il le lâche pas. Il avait déjà fait ça le vendredi avant de renommer le Cornu. Quand il a reçu tous les partis à l'Élysée, il a tenté le coup en leur disant mais attendez, suspension, on va pas faire ça. On va évidemment bloquer l'âge, mais on va continuer à avancer sur les trimestres qu'il faudra accumuler. Évidemment, les socialistes n'étaient pas tombés dans le panneau. En revanche, et ça c'est assez précis. Dans le Mathilde panneau même. Exactement. Les socialistes... Non, je hyper Anaïs, on peut pas vous faire sortir, c'est votre émission. Extraordinaire. Vous ne croyez pas si bien dire parce que les fils se sont jetés dessus en disant voyez les socialistes, vous êtes en train de vous faire rouler dans la farine. D'où l'importance pour le Cornu de rassurer, comme on l'a vu à l'image, Boris Vallaud, le patron des députés PS. Mais là, ce qui est important, c'est de dire bon, il sent bien qu'il n'y aura peut-être pas d'abrogation, mais que la réforme Borne, elle est morte. Il va y avoir en 2027 un débat présidentiel qui sera nourri avant par la grande conférence sociale, très important, que Sébastien Lecornu a convoqué. Ça, c'était ce qu'il fallait faire avant toute chose. Bien sûr, il l'a fait. Elle va s'organiser entre partenaires sociaux, on leur laisse la main, avant 2027 pour nourrir les candidats ou pour porter peut-être une nouvelle loi. Il n'y aura pas d'abrogation, il y aura le remplacement de la réforme Borne par autre chose. Tiens, la retraite par points, c'est prêt. Ça a été adopté à l'Assemblée en 2020. C'est au Sénat. La retraite par capitalisation, allez-y, proposez. Vous voulez la jouer à la danoise ou à la hollandaise à 65 ans, 67 ans ? Eh bien, déposez des propositions de loi. 70 ans bientôt au Danemark. Et oui, là-dessus, on peut aboutir à un projet de loi. Et là, le président dit, article 11 de la Constitution, un projet de loi, si le gouvernement me le demande, ou si les deux assemblées me le demandent, je le soumets au peuple. Imaginez qu'il y ait un projet de loi, après concertation, CFDT, CGT, patronat, on est d'accord, on fait 64 ans, mais on fait ceci, moins cela, plus ceci. Le Parlement dit, les partenaires sociaux ont signé, on vote leur texte, on n'y change rien, et là, le peuple tranche. Et là, ça sera un beau débat. Parce que tout le monde veut partir à 64, à 62, à 60. C'est qu'évoquait Emmanuel. L'essentiel, quelle sera la question ? La question, c'est... c'est très simple, Nicolas. Oui ou pas. La question, c'est, est-ce que vous, peuple, vous ratifiez ce projet de loi que le Parlement a voté et que les partenaires sociaux ont co-signé ?
Vous avez le droit, peuple, d'être en désaccord avec vos représentants, syndicaux et législatifs. Le seul moyen, Christophe, pour être sûr de ne pas avoir un non, c'est que ne figure pas la borne d'âge, ne figure pas l'éventuelle indexation sous indexation des pensions, ne figure pas la hausse ou pas des cotisations. C'est pourquoi ? Ça veut dire que ce que pousse Philippe Aghion, notre Nobel d'économie, risque de reprendre du poil de la bête, changement systémique vers une retraite qui serait une retraite à points. Eh bien, mesdames et messieurs les candidats à la présidentielle, prenez votre risque. Oui, dites ce que vous ferez et que le peuple tranchera. Engagez-vous à faire un référendum. Christophe, pour formuler cette question sur des bases qui sont compréhensibles par tous les Français, il faudra au moins 1 an. Et l'année prochaine, à la même époque, on sera déjà en train de discuter de présidentielle. Voilà, c'est pour ça qu'avant la présidentielle, ça semble utopique, mais que ça soit au cœur de la présidentielle et que le vainqueur, quel qu'il soit, se soit engagé pendant la campagne à retourner vers le peuple avec un texte, pour complexe qu'il fût, ça c'est un bon engagement démocratique. Donc, Je rappelle que ce peuple français a été capable de lire la Constitution européenne, de se disputer, de voter, de lire Maastricht, de le comprendre et de voter. Et donc, pourquoi ne pas leur dire, il y aura un texte, faut passer par le Parlement, les partenaires sociaux vont accoucher d'un texte que le Parlement va ratifier. Et vous, le peuple, vous lui apporterez la sanction définitive parce que ça sera parti après pour 40 ans ou peut-être 300 ans si on fait un changement systémique. Il y a une élection présidentielle. Agiter le mot référendum, ça sert à rien, c'est ce que vous nous dites. La présidentielle sera déjà un premier tri entre les candidats et leurs projets. Et ensuite, il y aura l'onction du peuple sur ce que la mécanique sociale et législative aura produit comme texte. C'est un immense chantier démocratique, très périlleux, très complexe. Ça va nous diviser tous. Mais si on y arrive à la fin, s'il y a un référendum qui dit oui à 51% ou non, ça sera inattaquable par les politiques. Est-ce que le mot référendum, il l'a pas agité, excusez-moi Emmanuel, il l'a pas agité 2-3 fois dans son mandat? Bien sûr. Je me souviens plus, mais voilà. On n'en a jamais. Le 31 décembre dernier, dans ses vœux, le président nous a dit « Je vais peut-être venir vous consulter par référendum ». Il ne l'a pas fait. Et il est évidemment le moins bien placé pour le faire, puisqu'un référendum déclenché par le président Macron, ça sera un référendum pour ou contre Macron. Et donc le résultat, c'est déjà non. C'est pour ça que la mécanique référendaire doit être enclenchée, mais doit passer d'abord par la présidentielle pour qu'il y ait le débat démocratique. Emmanuel, pardon. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un débat référendaire, il faut que tout le monde soit très responsable, parce qu'un référendum, ça n'est pas un plébiscite. Et souvent, quand on est dans des situations de crise politique, on ne répond pas à la question. Il y a un point final à cette phrase. Mais bien sûr que si, en fait. Donc, bien sûr que si. Peut-être pas après une présidentielle. On a un président ou une présidente élue depuis 6 mois. Il y a eu tout un travail des partenaires sociaux et du Parlement. Est-ce que les Français diraient je suis pour le texte, mais lui, je l'aime pas, et donc je suis pas sûr. Bon. Ce qui est quand même assez pathétique, c'est d'imaginer que le débat de la présidentielle 2027 sera les retraites. On va encore se demander si la loi peut être plus forte que le vieillissement démographique. Non mais Nicolas, la réalité, Nicolas. Franchement, on a des questions. On va se demander de savoir si on peut collectivement continuer à travailler moins pour s'en sortir. L'emploi des jeunes, la désindustrialisation, l'activité, l'IA, enfin on a des sujets d'avenir. On a l'impression que ce pays est retenu par des bretelles en arrière. Vous vous rendez compte? Je crois que ça fait 9 réformes des retraites depuis 93, je crois. C'est-à-dire 9 occasions de nous empailler sur à peu près 2 ans. Ça fait 18 piges qu'on passe sur les retraites, Nicolas, mais vous vous rendez compte? Au lieu de s'imaginer l'avenir, on débat sur les retraites, on fait des réformes des retraites. On annule les réformes des retraites. On les annule, on les amende, on les bloque, on les gèle, mais on est des oufs, non? Pardon, alors, en fait, ce qui bloque dès qu'il y a une réforme des retraites, c'est l'idée de la borne d'âge. Quand vous faites la réforme Touraine en 2013-2014, qui porte sur l'allongement des annuités, qui est fondamentalement quelque chose qui conduit les gens à aller plus tard dans la vie professionnelle, c'est quand même passé relativement tranquillement, cette réforme Touraine, alors que dès qu'il y a la borne d'âge, c'est l'incendie. La réforme par points, voilà. Dès qu'il y a eu l'âge pivot... Ouais. Dès qu'il y a eu la notion d'âge pivot lancée par Édouard Philippe dans la réforme à points qui avait des fondamentaux plutôt sains, a été complètement pervertie. Et ce qui est quand même assez extraordinaire aussi, c'est de voir aujourd'hui des socialistes qui sont pour l'abrogation de la réforme Touraine, alors qu'ils en étaient l'auteur à l'origine. Oui, mais ça, on n'est pas une... Non, mais on n'est pas bien... Non, je suis d'accord, bien sûr. Je pense. Bon. Non, on n'est jamais une contradiction. Merci Nicolas Dose d'être resté avec nous pour ce petit point. On va parler, on attend Patrick Stefanini, on va parler de l'AME. Vous savez que c'est l'aide médicale d'État. On va en parler dans un instant. Bumper. Merci Nicolas.
On attend Patrick Stefanini et en l'attendant, je vous fais un petit point. C'est une ligne budgétaire qui pèse à peine 1,2 milliard, mais elle enflamme chaque automne. Venez, monsieur Patrick Stefanini. Chaque automne politique, l'aide médicale d'État destinée aux étrangers sans papier. Cette dernière est redevenue le chiffon rouge dans les débats. Le rapport Evin Stefanini, de votre nom, monsieur Patrick Stefanini, confirme pourtant son utilité sanitaire et son absence d'effet d'appel migratoire. Vous allez nous raconter ça, mais pointe quand même des failles de contrôle et des questions d'équilibre entre fermeté administrative et humanité sanitaire. Patrick Stefanini, ce rapport, il vous avait été commandé à vous et à monsieur Claude Evin en 2023. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous l'avons remis au gouvernement, à M. Darmanin qui était à l'époque ministre de l'Intérieur et à M. Rousseau qui était ministre de la Santé, début décembre 2023. Et il vous avait été commandé parce qu'il y avait une grosse pression sur cette question. C'est un peu un chiffon rouge pour ça le fait RN, ça fait longtemps que la question de la suppression de l'AME ou de sa réforme est à l'ordre du jour. Donc nous avons travaillé pendant 2 mois et demi avec les administrations concernées. Et nous avons remis ce rapport début décembre 2023. Depuis, nous avons été reçus, Claude Evin et moi-même, par tous les ministres de la Santé successifs. Et Dieu sait s'il y en a eu. Ça, je vous laisse la responsabilité de ce commentaire, un brin ironique. Et nous avons été reçus ensemble par Sébastien Lecornu, mais c'était avant la déclaration de politique générale. Oui. Et c'était la première fois qu'un Premier ministre nous recevait. Puisque Mme Borne ne l'avait pas fait, alors que c'est elle qui avait commandé le rapport. Oui, c'est bizarre ça, de commander un rapport et de pas... C'est la vie. Bon. Elle était sans doute occupée par autre chose. L'immigration notamment, avec la loi immigration, c'est ça qui l'occupait aussi. Oui, enfin, ça occupait surtout Gérald Darmanin. Donc, M. Lecornu nous a reçus. Il m'a donné le sentiment qu'il n'avait pas enterré ce sujet. Qu'il était désireux d'agir, et on verra peut-être dans quelques instants quelles sont les pistes d'action possibles. Bon, alors c'était avant la déclaration de politique générale, et c'était avant que l'axe politique de ce gouvernement ne se déporte un peu vers la gauche. Et moi, mon inquiétude, pour faire de manière synthétique, mon inquiétude, c'est que notre rapport, c'est un rapport de compromis. Oui, parce que vous êtes un rapport de compromis. Vous êtes un des monsieur immigration de LR. Oui. Depuis très longtemps, vous êtes un très grand spécialiste, et Claude Evin, c'était un éminent personnage politique du PS. Ministre de la Santé. Ministre de la Santé, bien sûr. Donc de la Santé, et directeur général de l'ARS de Paris. Vous avez réussi, en bref, à faire ce que on n'arrive pas à faire globalement, c'est-à-dire à s'entendre et arriver à une solution de compromis. Pour ça, il faut faire des compromis. Donc, Monsieur Evin a fait une part du chemin, j'en ai fait aussi, et notamment, j'ai accepté l'idée qu'il ne fallait pas supprimer purement et simplement l'AME. Ce qui est une demande du Rassemblement national et d'une partie de la droite. Oui, mais comme vous le savez, dans notre pays, il y a 2 niveaux ou 3 niveaux de protection sociale. Le premier niveau, dont personne ne parle, c'est ce qu'on appelle les soins urgents. Voilà. C'est-à-dire que vous soyez étranger en situation irrégulière, non bénéficiaire de l'AME, il y en a. Oui. Ou que vous soyez français, non couvert pour des raisons diverses par un système de protection sociale, vous pouvez aller vous faire soigner gratuitement dans ce qu'on appelle un établissement hospitalier, c'est-à-dire soit un hôpital public, soit un établissement privé mais à but non lucratif, et vous serez soigné, c'est ce qu'on appelle les soins urgents. Donc, si vous supprimez l'AME, vous ne supprimez pas la possibilité pour les étrangers de se faire soigner. Ils iront se faire soigner dans les établissements hospitaliers, dans les services d'urgence. Ils sont déjà Et je ne vous fais pas un dessin sur la situation des services d'urgence de nos hôpitaux. Donc le risque, c'est qu'alors qu'aujourd'hui, un certain nombre d'étrangers se font soigner par des médecins en situation irrégulière, bénéficiaires de l'AME, se font soigner par des médecins libéraux. Là, ils n'auront plus la possibilité de le faire, donc ils iront tous à l'hôpital. Bon, nous avons considéré avec M. Evin qu'il y avait un vrai risque d'engorgement des services d'urgence, et Dieu sait qu'ils ne sont pas dans une forme olympique. C'est la raison pour laquelle, finalement, nous n'avons pas préconisé cette solution. Et là, c'est moi qui ai fait un pas en avant par rapport à des positions que j'avais pu soutenir
dans le passé ou par rapport aux positions de ma famille politique. Mais le vrai problème, ça n'est pas la question de savoir si on supprime l'AME ou pas. Là, le vrai problème, c'est que cette aide, qui n'est pas une prestation de sécurité sociale, qui est une prestation d'aide sociale, qui a été créée par le gouvernement de Lionel Jospin, elle est perclue de défauts graves. Alors, je voudrais en citer 3, parce que je crois que ce sont les 3 pistes de réforme. La première, c'est tout ce qui a trait à la lutte contre la fraude. Par exemple, on n'exige pas, et ça fait partie, c'est une des préconisations de notre rapport, c'est d'exiger la présentation systématique de l'étranger au moment du dépôt du dossier, mais aussi au moment du retrait de la carte et au moment du renouvellement de la carte de bénéficiaire de l'AME. Parce que c'est pas le cas. Cette exigence de présentation personnelle, elle n'existe pas aujourd'hui sur les 3 étapes que je viens de définir. Deuxièmement, la justification de l'identité. Ça paraît ahurissant, mais le document qui liste les pièces d'identité que doit présenter l'étranger pour justifier de sa demande d'AME, il n'y a pas nécessairement des photos d'identité, parce que la liste des pièces en question remonte à plus de 20 ans. Donc il est urgent d'actualiser ce document. Vous voyez, pour faire tout ça, il n'y a pas besoin de faire une nouvelle loi. Des mesures administratives simples peuvent être prises. Enfin, nous avons préconisé, mais nous n'étions pas les seuls, un rapport de 2019 de toutes les inspections concernées, l'IGAS, l'IGA, etc., et l'IGF, avait préconisé d'informatiser la carte de bénéficiaire de l'AME. Parce que si vous avez un changement dans la situation de l'étranger concerné, par exemple un changement dans ses ressources, l'AME, c'est une prestation sous conditions de ressources. Si vous avez un changement dans les conditions de ressources de cet étranger, si vous n'avez pas informatisé la carte de bénéficiaire de l'AME, vous attendez au moins 1 an avant de pouvoir tirer les conséquences du changement de situation de l'étranger. Donc vous voyez qu'il y a une première série de mesures qui relèvent, je dirais, du bon sens absolu. Alors, Monsieur Stefani, est-ce que vous savez, si ce dossier va être inclus dans le budget, là ? Puisqu'il y a beaucoup de questions autour. Est-ce qu'il va être inclus dans le PLFSS, c'est ça, Emmanuel ? Mais en tout cas, les députés de droite aimeraient que le sujet soit remis dans la discussion dans le cadre du PLFSS. Bien sûr, mais ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est que avant d'en venir, dans notre rapport, dans nos propositions, il y avait des mesures législatives et il y avait des mesures réglementaires. Et celles-ci n'ont pas encore été prises. Les mesures réglementaires, elles n'ont pas été prises. Le gouvernement de François Bayrou, sur la toute fin de l'existence de ce gouvernement, vous vous souvenez que François Bayrou était venu, je me demande d'ailleurs si c'est pas, non, c'était sur une chaîne concurrente, mais il était venu annoncer 3 ou 4 jours avant de chuter. Il a tout fait, remarquez ça. Il avait annoncé des projets de décret qui avaient été préparés conjointement. Et dès décembre 2024, d'ailleurs, ces projets, non ? Peut-être, mais enfin, en tout cas, quand M. Bayrou est venu les annoncer, c'était plutôt fin août, je crois, ou tout début septembre. Et ces projets de décret, ils ont été préparés par le cabinet de M. Retailleau et par le cabinet du ministre de la Santé de l'époque, M. Neuder. Ils sont prêts. Il suffit d'aller les présenter à la Caisse nationale d'assurance maladie, et ensuite, il suffit de sortir son stylo. Bon. Alors, je vous disais, donc je ne sais pas s'il y aura des mesures dans le PLFSS, je le souhaite. Mais au moment où je vous parle, j'ai pas de certitude. Monsieur Stefanini, pour nos téléspectateurs en réalité, qui comprennent un peu les enjeux. On voit bien qu'il y a derrière cette question de l'AME, de sa suppression qui serait un marqueur pour le Rassemblement national et une partie de la droite, il y a des arrière-pensées politiques. Donc très concrètement, comment est-ce qu'on fait pour concilier le rationnel, si je vous écoute bien, en parallèle des mesures que vous préconisez, le rationnel, c'est-à-dire le maintien d'une certaine forme d'aide médicale aux sans-papiers, et en même temps la lutte contre un certain laxisme migratoire, parce que c'est ça que les Français ont en tête. On fait comment pour concilier les deux ? Alors, il y a 2 éléments de réponse à votre question. Le premier élément, qui est fondamental, c'est pourquoi est-ce que le nombre des bénéficiaires de l'AME ne cesse de progresser ? C'est parce que chaque année, le nombre des clandestins en France augmente. Et pourquoi est-ce qu'il augmente ? Parce que, pour l'essentiel, nous avons assisté au cours des 10 dernières années à une très forte poussée du nombre des demandeurs d'asile. Chaque année, désormais, on a à peu près 135 000 demandeurs d'asile, pour faire court. 60% sont déboutés. Donc, ça fait un peu moins de 80 000.
Il reste. Et la quasi-totalité, un rapport de la Cour des comptes l'a documenté, reste en France. Donc chaque année, le nombre des clandestins qui sont présents sur le territoire français, il faut que vos téléspectateurs en aient conscience, augmente de 70 000. Donc c'est une machine infernale. Ouais. C'est une machine infernale, et le nombre des bénéficiaires de l'AME, ça n'est que le reflet de l'évolution de cette situation. Bon, donc si on veut maîtriser l'AME sur le fond, c'est pas par des mesures législatives ou réglementaires. Il faut conduire une action résolue d'éloignement du territoire français des étrangers dont la demande d'asile a été rejetée. Mais parce que c'est le bon sens même. C'est le bon sens même. Voilà une procédure qui est parfaitement organisée. Quand vous arrivez en France, vous demandez l'asile, votre dossier est examiné par l'OFPRA, un premier organisme administratif qui s'appelle l'OFPRA, ensuite la Cour nationale du droit d'asile, qui est une sorte d'instance d'appel, et ensuite, quand vous êtes définitivement débouté, vous devriez quitter le territoire national. Alors là c'est pas du tout la situation. La réalité, aujourd'hui, de ce qui se passe, c'est qu'un débouté, il reste en France, et alors, il n'obtient pas un titre de séjour de 10 ans comme le réfugié, mais il est clandestin, et il va voir ses soins pris en charge intégralement par le bénéfice de l'AME. Donc, première mesure à prendre, lutter avec beaucoup d'énergie contre l'immigration irrégulière en éloignant effectivement du territoire les demandeurs d'asile déboutés. C'est ça l'axe politique majeur sur lequel, me semble-t-il, il pourrait y avoir une majorité dans notre pays. Après, il y a des mesures de correction des défauts inhérents au système de l'AME. Donc, je vous ai cité des défauts de bon sens qui relèvent, j'allais dire, de procédures administratives simples. Les deux autres axes de réforme qui sont développés dans notre rapport, c'est il faut restreindre le nombre des bénéficiaires. Je vais prendre deux exemples. Aujourd'hui, si vous êtes étranger en situation irrégulière bénéficiaire de l'AME, vous avez des ayants droit, c'est-à-dire des gens qui vont bénéficier de l'AME parce qu'ils font partie de votre cercle familial. Mais vous avez les mineurs, bon ça c'est la règle pour toutes les prestations sociales en France, mais vous avez également les conjoints, ça c'est pas du tout la règle. C'est pas du tout la règle. Donc nous avions proposé de restreindre le nombre, la définition des ayants droit aux seuls mineurs. Deuxième exemple d'incohérence administrative, la prise en compte des ressources. L'AME, c'est une prestation sous condition de ressources. Au moment où nous avons rédigé notre rapport, pour une personne seule, pour prétendre au bénéfice de l'AME, il fallait avoir moins de 809,90 € par mois. Mais on ne prend pas en compte les ressources du conjoint. Et vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? On ne prend pas en compte les ressources du conjoint. Donc si je suis étranger en situation irrégulière, que je vis avec une épouse française ou étrangère... Régulière ? Qui travaille. Et qui gagne plus ou moins correctement sa vie... J'ai quand même... Alors, c'est juste ahurissant. Si vous expliquez ça, comme je le fais ce matin à votre antenne, à nos concitoyens, je peux vous dire que ça va créer du buzz négatif. Sur le principe même de l'AME. Et enfin, troisièmement, alors là c'est classique, c'est le troisième piste de réforme, c'est de restreindre le panier de soins. Alors c'est ça, ça c'est important le panier de soins parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. On dit, on leur paye des opérations de chirurgie esthétique, des cures, des. Actuellement, c'est pas le cas. Non, il y a 4 exclusions dans le panier de soins la PMA, les cures thermales, les médicaments princeps dès lors qu'il existe un générique. Et les médicaments à faible service médical rendu. Ce sont les 4 exclusions. Dans d'autres pays, notamment l'Allemagne, les exclusions vont plus loin. Et notamment, il y a des pays dans lesquels on exclut ce qu'on appelle les soins programmés pour des maladies chroniques et où on ne garde en fait dans le panier de soins que les soins urgents. Parce que quelque part, au fond, il y a une majorité dans notre pays aujourd'hui, une écrasante majorité de nos concitoyens qui considèrent qu'un étranger, même en situation irrégulière, mais qui a besoin de recevoir des soins urgents, il faut lui apporter ces soins urgents et il faut les lui couvrir. Bon, en revanche, il n'y a pas de majorité pour dire qu'un étranger en situation irrégulière peut entrer dans un système de soins programmés de longue durée, par exemple un système de dialyse, qui va déboucher ensuite éventuellement sur une greffe du rein.
Là-dessus, il n'y a pas de majorité. Et il y a d'autant moins de majorité, et je voudrais peut-être terminer là-dessus, que dans notre pays, d'un côté, vous avez l'AME, dont on vient de parler longuement. Et puis vous avez une autre particularité de notre pays. Ça n'existe que dans notre pays. C'est le titre de séjour pour étrangers malades. C'est-à-dire qu'un étranger... Le titre de séjour pour étrangers malades ? Oui, ça existe dans notre législation, ça existe dans ce qu'on appelle le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ça permet à un étranger qui se trouve à l'étranger ou qui se trouve en France de demander un titre de séjour parce qu'il souffre d'une affection qui ne peut pas être soignée correctement dans son pays d'origine. Mais la caractéristique de ce titre de séjour... c'est qu'on vérifie avant de vous l'attribuer que vous ne pouvez pas être soigné dans votre pays d'origine. Et cette vérification, elle a été organisée depuis une quinzaine d'années et elle fonctionne. Ce sont des médecins de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ce sont des médecins agréés qui font passer les contrôles médicaux et qui s'assurent que vous ne pouvez pas être soigné dans votre pays d'origine. Et si vous ne pouvez pas l'être et que vous courez un risque vital à cause de votre affection, à ce moment-là, vous obtenez ce titre de séjour étranger malade. Et là où on marche sur la tête dans notre pays, alors ça, c'est pas dans le rapport Evin, et M. Evin serait peut-être pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais je l'exprime quand même, parce qu'il faut aller au fond des choses. Ce qui est absurde dans notre pays, c'est que d'un côté, on a ce titre de séjour pour étrangers malades, qui peut-être aurait besoin, lui aussi, d'être un peu réformé, mais où au moins, on s'assure avant d'attribuer ce titre, que l'étranger ne peut pas être soigné dans son pays d'origine, et qu'à côté de ça, on a l'aide médicale d'État, destinée à des étrangers en situation irrégulière, ils n'ont pas de titre, mais eux, par contre, ils peuvent accéder à toutes les catégories de soins possibles et imaginables, à part les 4 exclusions du panier de soins dont je vous ai parlé, sans qu'on se demande s'ils ne pourraient pas être soignés dans leur pays d'origine. Mais ça, c'est un vrai facteur d'attractivité. Si je vais dans une école, allez, pas maternelle, mais si je vais dans une école primaire expliquer ça, il y a des élèves qui lèveront la main pour dire mais qui a inventé ce système-là? Regardez ce que dit le Front National par la voix de... Le Rassemblement National, décidément, sur Facebook. Supprimer l'AME, c'est défendre les Français, protéger nos finances et mettre fin à une immigration laxiste. Comme disait Guillaume, est-ce que c'est un facteur d'attractivité de la France ? Alors, là-dessus, nous nous sommes prononcés très clairement avec Claude Evin. Nous avons dit que ça n'était pas en soi un facteur d'attractivité, c'est-à-dire qu'on ne traverse pas la Méditerranée au péril de sa vie, parce que on sait qu'existe l'AME et qu'on veut en bénéficier. D'abord, la plupart des étrangers qui embarquent sur les côtes de Tunisie ou de Libye, ils savent évidemment pas qu'existe l'AME. En revanche, ce que nous avons dit, et là, M. Evin a fait un pas dans ma direction, c'est que l'AME, telle qu'elle existe, avec tous les défauts que je viens d'énumérer, c'est un facteur d'entretien dans la clandestinité. Au fond, quand vous êtes étranger en situation irrégulière, vous avez besoin de quoi ? Bosser. Vous avez besoin d'un logement. Oui. Vous avez besoin de bosser. Si vous avez un cercle familial, vous savez que vous trouverez de quoi travailler dans l'épicerie du coin qui est tenue par un oncle éloigné, enfin, etc. Et puis vous avez besoin d'une couverture santé. Et l'AME, elle vous offre cette couverture santé. Mais le soin urgent l'offrirait aussi, en fait, en réalité. Si vous supprimez l'AME et mais ça serait dans des proportions beaucoup moins larges, puisque par définition, ce que je viens d'écrire, les soins urgents, c'est les soins urgents. C'est pas l'entrée dans un processus de soins chroniques. Je vais prendre un exemple très simple. L'étranger qui arrive en France, en provenance de son pays d'origine, qui a une maladie rénale, qui a besoin d'être dialysé. S'il n'a pas été dialysé depuis 3 jours, il est en position de risque létal. Donc lui, il va aller aux soins urgents, on ne va pas regarder quel est son statut administratif, on va immédiatement le dialyser. Bon. Mais après, il va rentrer dans un processus de dialyse régulier. Donc ça, déjà, on peut se poser la question à ce moment-là, est-ce qu'il ne pourrait pas être dialysé à Rabat, si je prends l'exemple d'un Marocain, ou à Dakar, si je prends l'exemple d'un Sénégalais ? Et puis, on sait bien que malheureusement pour les gens qui sont atteints de cette affection, au bout d'un moment, derrière la dialyse, se pose la question de la greffe rénale. Est-ce que notre système de santé doit proposer toute cette palette de soins à des étrangers en situation irrégulière, alors même que nous avons dans notre législation, j'insiste sur ce point, un titre de séjour réservé aux étrangers malades et pour l'attribution duquel on vérifie
que vous ne pouvez pas être soigné correctement dans votre pays d'origine. Ce que vous décriviez aussi dans le rapport, c'est l'effet trappe à clandestinité de ce dispositif de l'AME, parce qu'il n'y a pas seulement les droits de l'AME, il ouvre d'autres types de droits, comme les tarifs sociaux sur les transports, comme les tarifs sociaux dans les cantines, c'est-à-dire qu'il y a des avantages attachés à cette AME. Madame Pécresse l'a toujours dénoncé, puisque les étrangers bénéficiaires de l'AME bénéficient de la gratuité des transports en commun en Île-de-France. Bon, quand on voit le poids du budget de transport pour des travailleurs qui ont de tout petits salaires, c'est vrai que ça crée une injustice. Et surtout, en effet, quel intérêt à sortir de la clandestinité ? Si je suis clandestin, qu'on me dit on va te régulariser, tu auras une vraie feuille de paye avec tout. Non. Oui, c'est vrai. Je vais y perdre. Mais c'est ce que nous avons écrit dans notre rapport en disant l'AME telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est un facteur d'entretien dans la clandestinité. Et ça veut dire qu'il y a dans notre pays, il y a la partie émergée de l'iceberg, et puis il y a la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire des étrangers qui sont en situation de clandestinité parfois depuis des années. Depuis des années. On a demandé d'ailleurs à l'assurance maladie de nous sortir l'ancienneté des bénéficiaires de l'AME. On trouve des gens qui sont à l'AME depuis 10 ans, 15 ans. Enfin, c'est pas normal. Ça n'a pas vocation à être un dispositif pérenne dans une vie. Ça n'a pas été. J'espère que ça n'avait pas été pensé pour ça. Soit on retourne dans son pays, soit on est intégré, régularisé, on devient. Patrick Stefanini, vous êtes un spécialiste de l'immigration et vous reviendrez en reparler de l'immigration, parce que là, on va clore ce débat passionnant. Mais vous savez aussi qu'il y a un problème. Vous disiez, c'est simple, ceux qui n'ont pas obtenu la nationalité, ou en tout cas un permis de travail, ou en tout cas des papiers, doivent repartir chez eux. Vous savez bien qu'on n'y arrive pas. Ça, c'est compliqué. La semaine dernière, Guillaume Larrivé, qui était le nouveau patron de l'OFII, donc l'Office français de l'immigration, a démissionné en expliquant qu'on était en train d'organiser le chaos migratoire. Et d'autant que le chaos migratoire, Monsieur Stéphanie, je ne veux pas utiliser de mais vous allez moi, c'est pas mon style. Vous allez plus loin sur l'immigration régulière. J'essaye d'être précis, Vous allez plus loin sur l'immigration régulière, puisque justement vous nous dites que, très honnêtement, on peut rentrer avec un visa qui vous est accordé, et le problème de l'immigration régulière, c'est qu'on reste irrégulièrement après l'expiration de ce visa. Vous avez deux grandes... l'immigration clandestine, elle a deux origines. Le demandeur d'asile débouté qui reste en France après avoir été définitivement débouté. Ça, c'est une chose. Et l'étranger qui vient en France avec un visa, donc il a obtenu un visa de court séjour, tourisme, études, sa famille, enfin, etc. Et puis en fait, il se maintient sur le territoire à l'expiration de son visa. Donc l'image du clandestin qui franchit la frontière entre la France et l'Italie en empruntant des cols enneigés, etc. C'est minoritaire. C'est tout à fait minoritaire dans ce qui est à l'origine de l'immigration clandestine. Patrick Stefanini, l'immigration, c'est une grande préoccupation des Français, évidemment avec le pouvoir d'achat et les retraites dont on ne finit plus de parler. J'espère que vous reviendrez sur ce plateau parce que vous êtes un grand spécialiste de l'immigration et que votre voix compte. Oui, mais il ne faut pas se payer de mots. Il ne faut pas se payer de mots. Non. Il faut analyser de manière froide les situations. Il faut aussi comparer ce que font nos pays européens, nos voisins européens. Nous sommes d'ailleurs engagés, Bruno Retailleau l'était, et à ma connaissance, le nouveau ministre de l'Intérieur, M. Nunes, va poursuivre dans la même direction. Nous sommes engagés dans un combat fondamental qui rejoint un des sujets que nous avons abordés, c'est la réforme de la directive retour. On a une directive qui a été... On ne va pas partir là-dessus. Bon, okay. Mais donc, vous allez revenir. Vous allez revenir. Vous le promettez, monsieur Stefanini. C'est très important qu'on en parle sur ce plateau et partout ailleurs, parce que ça va probablement irriguer le débat présidentiel. On ne sait pas si Laurent Nunez va reprendre le chantier ouvert sur la directive retour par Bruno Retailleau. Mon sentiment, c'est que oui. Voilà. Et à quelle vitesse il pourra obtenir des résultats législatifs, parce on dépend de la Commission, on dépend de nos partenaires européens, mais en tout cas, je crois que la volonté politique est là. Merci beaucoup, monsieur Stefanini, d'être passé sur le plateau dans toute liberté. C'est maintenant l'heure du carton rouge. Merci. Alors, regardez, on a folie du budget sur LCI, on a une accessoirisation dingue. Ils arrivent par millions chaque jour. Ça, c'était rien que chez moi hier. Ils coûtent moins de 10 € et font trembler tout le commerce européen. Emmanuel, les petits colis chinois venus notamment des plateformes comme Temu et Chine représentent désormais, Emmanuel, 22%
50% des paquets livrés en France. Vous voulez rétablir un peu d'équité, Emmanuel. Vous voulez créer une taxe. Ouais, vous allez vous dire, je suis tombée sur la tête, je suis cognée très très fort, j'en suis à réclamer, moi, une taxe. Mais oui, je crois qu'il faut une taxe sur les petits colis. Alors ça fait partie des discussions qu'on aura dans les prochains jours à l'Assemblée, à la Commission des Affaires économiques sur le budget. Est-ce qu'il faut mettre une taxe sur ces petits colis chinois? Alors de quoi on parle? On parle de petits colis dans lesquels il y a des petites marchandises, des petits objets, des vêtements. En général, il y a une dizaine de pièces en moyenne par colis. Ils viennent de Chine, les volumes sont énormes. Énorme. 700 millions de colis par an en France, et à l'échelle européenne, c'est 4,6 milliards tant de et si colis. bien que l'aéroport de Liège est complètement submergé. C'est devenu le hub européen pour gérer ces trucs-là. Et alors, quel est le problème? Donc, ce sont des marchandises. Il y en a plein des problèmes. Il y en a plein. Ce sont des marchandises qu'on achète à bas coût sur des plateformes chinoises. Alors, moi, je ne vais pas vous faire de la morale et vous expliquer que c'est mal pour l'environnement et que c'est du carbone. Bon, c'est quand même mal pour l'environnement. C'est une évidence et c'est vrai, mais c'est pas ça qui fera changer les choses. Le problème, il est économique et il est social. C'est quoi le problème? Écoutez les Français avec les petits paquets. Non, pas les petits papiers, comme disait Gainsbourg, les petits paquets. On verra. Peut-être qu'on va peut-être diminuer un peu, mais je vais pas arrêter complètement, je pense. Faudrait taxer d'abord les grandes entreprises, mais surtout, je pense qu'il faut sensibiliser les acheteurs. Oui, dans l'argent collecté, moi, j'aimerais que ça serve évidemment à faire tourner l'économie locale et les commerçants. Ils sont plutôt comme vous, hein, Mais alors, qu'est-ce que c'est le problème? C'est tous ces objets, quand la valeur du colis est de moins de 150 €, ne payent aucune taxe douanière, aucune TVA, aucune charge d'aucune sorte. C'est-à-dire que des objets arrivent à des prix qui sont incroyablement bas. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, ils ne jouent pas dans la même catégorie de compétitivité que nos propres entreprises qui font du e-commerce ou du commerce physique. Et donc, en fait, ces petits colis sont en train de détruire notre économie et notre, par exemple, nos centres-villes, nos boutiques, et même la grande distribution est désormais menacée parce que c'est un grand distributeur de textiles. Donc, en fait, si on veut rétablir simplement une équité économique et permettre à nos entreprises de jouer dans la même cour, il faut une taxe, parce que le seul critère discriminant, c'est celui du prix. Juste un angle mort dans votre raisonnement qui est limpidissime. Bon, vous prenez l'exemple, et en effet, des États-Unis qui mettent jusqu'à $100. Oui, mais c'est normal. Et ça a très bien fonctionné. Puisqu'en effet, Chine est émue, exporte beaucoup moins. Mais la réalité, c'est celle du rapport de force commerciale entre l'Union européenne et la Chine d'une part, et les États-Unis, l'Union européenne. Oui, mais on a un cadre législatif qui est extrêmement contraignant. On est divisé en 27. Nous, on est obligé de passer par l'OMC, et les États-Unis, ils peuvent se passer de l'OMC pour cibler directement un pays. Ce que peut faire les États-Unis, ce que peuvent faire les États-Unis, ce que peut faire l'administration Trump, en réalité, l'Union européenne en est incapable pour l'heure. Donc, bien sûr, on peut taxer, mais en fait, en réalité, c'est un débat qui mène à rien, puisqu'on n'est pas capable de le faire. Je ne suis pas d'accord. D'une part, il faut quand même prendre en compte que le fait que la surtaxation des petits colis américains aux États-Unis, enfin chinois aux États-Unis, a eu un effet de bord pour nous. C'est-à-dire qu'on a vu des volumes se déporter et revenir chez nous. Et l'Union européenne est en train de réfléchir à une taxe globale, mais cette phrase, l'Union européenne est en train de réfléchir sur à peu près tous les dossiers du monde, alors que le monde est attaqué à ça. La procédure est extrêmement lente, on est divisé, et si nous, Français, on se met à taxer à 3, 4 ou 5 €, on sera ciblé, on est incapable d'absorber une mesure de rétorsion. Là où je suis d'accord avec vous, Guillaume, c'est qu'il y a deux choses. Il y a effectivement les mesures de rétorsion, on les a déjà vécues sur le cognac, sur d'autres sujets. Et la deuxième chose, c'est qu'on risque ce qu'on appelle le shopping de frontières. C'est-à-dire que les colis n'arrivent plus en France, ils arrivent en Belgique, ils arrivent en Allemagne, ils franchissent la frontière en camion, ils disparaissent dans les flux, et c'est terminé la taxation. Donc voilà, donc il faut quand même réfléchir à toute la chaîne. Non, mais vous posez un vrai débat. L'Europe, Emmanuel, toujours. Emmanuel pose toujours des vrais débats. Et vous aussi, vous allez poser un vrai débat dans une seconde, parce qu'on va parler des présidents Trump et Poutine qui vont pas se rencontrer finalement. Pas à Budapest. Ça a beaucoup énervé le président Trump. Plus tard, quoi. N'importe quoi. Allez, à tout de suite sur LCI en toute liberté. Allez, de retour sur le plateau dans toute liberté sur LCI. La petite phrase qui fait du bruit. Dis donc, Guillaume, beaucoup de bruit pour rien, parce qu'il n'y aura pas de sommet Russie-États-Unis.
Il n'est pas prévu que le président Trump rencontre le président Poutine dans un avenir proche. Ça, c'est une confidence LCI TF1 recueillie dès hier par notre correspondante à la Maison-Blanche, Sonia Dridi. Guillaume, comment vous expliquez cette reculade alors que les combats font rage encore entre la Russie et l'Ukraine? Vous allez y venir. C'est une partie de l'explication, ça, Anaïs. Donc, reculade alors qu'il y a quelques jours, on parlait d'une rencontre au sommet d'ici à 2 semaines entre le président américain et les présidents russes sous les bons auspices du Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Je vous fais les sous-titres. En réalité, Trump et Poutine n'ont absolument rien de significatif à se dire. On écoute le président américain. Monsieur le Président, la rencontre avec Vladimir Poutine est annulée ou reportée. Savez-vous ce qui s'est passé? Cela affecte-t-il votre décision, celle d'envoyer des Tomahawks en Ukraine? Non, je ne veux pas d'une rencontre inutile. Je ne veux pas perdre mon temps, donc je vais voir ce qui se passe. Mais nous avons conclu tous ces accords, ces grands accords de paix, ces accords solides, tous sans exception. J'ai dit allez sur la ligne de front, sur le champ de bataille, et retirez-vous, rentrez chez vous et prenez tous un peu de repos, car vous avez 2 pays qui s'entretuent. 2 pays perdent entre 5 000 et 7 000 soldats par semaine. Nous verrons donc ce qui se passera. Nous n'avons pas encore pris la décision. Voilà, nous verrons ce qu'il se passera. Nous n'avons pas encore pris de décision. Ces 2 pays s'entretuent. En effet, preuve qu'ils n'ont rien à se dire de décisif, Monsieur Trump et Monsieur Poutine. Il poursuit, le président russe, son offensive. Celle d'été, elle a échoué. Il passe en mode hiver avec son armée. Il cible en ce moment même les infrastructures énergétiques. Pourquoi? C'est quoi l'idée? C'est de plonger l'Ukraine dans le froid, de plonger l'Ukraine dans le noir et in fine de pousser sa population à réclamer la tête de qui? De son président Zelensky. Il l'a bien compris, il met la pression sur qui? Sur les Américains et également sur les Européens. On écoute le président Zelensky. La Russie fait une fois de plus tout pour éviter la diplomatie. Et dès que la question des armes à longue portée pour nous et pour l'Ukraine s'est éloignée, la Russie s'est presque automatiquement désintéressée de la diplomatie. Voilà, la Russie, elle se désintéresse de la diplomatie. Ça fait écho au président Macron hier à Ljubljana, qui disait en réalité que des concessions territoriales, si elles devaient être négociées, elles devraient être négociées uniquement par le président Zelensky. On ne modifie pas les frontières par la force. Ça aussi, ça fait écho à ce communiqué des dirigeants allemands, polonais et français. Pourquoi? Parce que Poutine, comme ça se passe en ce moment même en Ukraine, il continue à agresser, à pousser. Il veut atteindre ses objectifs. Et l'idée derrière ça, de cette espèce de revirement, de cette volte-face permanente avec Trump qui dit Tomahawk et puis non pas Tomahawk et puis Budapest et puis non pas Budapest, c'est qu'en réalité tout le monde veut tirer le président américain à soi. Mark Rutte, qui est le secrétaire général de l'OTAN, il va voyager à Washington. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Et essayer de dire à monsieur Trump que ses intérêts sont en Europe et qu'il faut aider l'Ukraine. La réalité, c'est que ça ne produit pour le moment rien de significatif sur le terrain. Or, le temps pour Vladimir Poutine, qui parie sur l'épuisement, 1, des Européens, 2, des Ukrainiens, et 3, sur l'impatience, à un moment donné, de Donald Trump, qui finira, tôt ou tard, par se retirer du théâtre européen. Là, les Européens, ils ont fait une déclaration commune, ils planchent sur un plan en 12 points, mais enfin bon, voilà. Oui, l'idée, c'est de penser l'après, de chercher à investir de l'argent, de l'énergie, du temps dans ce que pourrait être la reconstruction future d'un État ukrainien arrimé à l'Union européenne. Mais pour le moment, les combats se poursuivent, et encore une fois, le temps joue pour Poutine, qui a l'intention d'atteindre ses objectifs, la capitulation de l'Ukraine. Ça, c'est le premier point, mais surtout se débarrasser de ce Zelensky qui lui cause tant de soucis. Moi, j'ai une question pour Guillaume, parce qu'on voit aussi les Européens tenter encore des mesures économiques, interdire les importations de gaz en 2027, geler ou utiliser, on ne sait pas quoi faire avec les avoirs russes. Est-ce que tout ça, ça sert encore à quelque chose, ou est-ce que c'est juste une façon d'exister? Non, alors au-delà de la façon d'exister, il y a aussi un équilibre, si vous voulez, avec ce 19e paquet de sanctions dont on parle et l'interdiction à terme d'importation de gaz naturel liquéfié qui viendrait de Russie pour alimenter nos centrales, par exemple, ou nos consommateurs en Europe. Il y a un moment donné, il y a un équilibre à faire entre ce que ça nous coûte à nous, Européens, de se passer totalement de ce gaz russe, et ce que ça coûterait, ou alors ce que ça produirait effectivement comme effet que de couper le gaz, si je puis dire. Donc il y a cet équilibre qui est effectivement à trouver, qui est difficile. C'est le sens du 19e paquet de sanctions. D'ici à 2027, fin des exportations russes vers l'Union européenne.
de gaz liquéfié. Christophe, en tout cas, on en est là. Oui, on va entrer dans l'hiver, le front va sans doute se geler. Est-ce qu'au printemps, on peut espérer pour les Ukrainiens un apport décisif de l'aviation ? On sait qu'en 2026, il devrait y avoir normalement cet apport de l'aviation. Ajoutez à une chose, on sera à 6 mois d'une élection majeure aux États-Unis. Trump aura vraiment besoin de marquer des points. Stop. C'était on n'a plus le droit. Christophe, c'était une question, mais en même temps, c'est une observation qu'il faut prendre en compte. Et on va en parler les midterms arrivent, ça sera en 2026 et ça va jouer un rôle crucial dans le sort de l'Ukraine et de l'Europe, évidemment en particulier. Merci beaucoup, messieurs. Christophe, c'est l'heure de votre Il y a de l'espoir. On y arrive. Ben oui, parce que vous, Christophe, vous avez de l'espoir. Oui. Ça subsiste toujours. Un exploit tricolore en Himalaya, le Janus Est en bleu, blanc, rouge. Figurez-vous, regardez-moi ça comme c'est beau. Il y a ces deux alpinistes français, Benjamin Védrine et Nicolas Jean, qui ont réussi une première historique, atteindre le sommet du Janus Est à 7468 mètres par la face nord. On écoute Benjamin Védrine qui a publié son exploit sur Instagram. Regardez. Nico, dans la première longueur un peu raide là, j'ai froid aux pieds par contre. C'est un peu inquiétant pour la suite. Ça fait hyper mal au mollet. Ah, comme je suis content de passer cette section. C'est le début des difficultés. Nicolas a une petite jogger apparemment. Ça se fait une bonne plateforme de luxe là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Il reste à peine 50 mètres là. Alors, elles sont magnifiques ces images, Christophe, ça vous va? Vous êtes un montagnard. Oui, je suis de Haute-Savoie, je suis très sensible à cela parce qu'évidemment chez moi dans le Mont Blanc, l'alpinisme, les conquérants de l'inutile, c'est mythologique. Il y a un mémoire qui est sorti en 1970, c'était la psychologie de l'alpiniste. Sur ça, le vertige, l'inutile, être quand même trompe la mort. Et ce mémoire avait été rédigé par un alpiniste qui lui n'est pas revenu de montagne. Et c'était mon parrain. Moi j'avais 3 ans, je ne l'ai pas connu. Comment s'appelait-il ? André Jacquet. Et tout dans ce mémoire explique pourquoi des individus, au mépris de leur peur, au mépris même de leur vie, tentent ce genre d'exploit. Aussi, parce qu'il doit faire... Il fait un froid terrible, ils ont passé 2 bivouacs dans la pente en accrochant leur tente. Il y a eu des morts, évidemment, cet endroit-là. C'était un des derniers grands mythes de l'alpinisme mondial, c'est-à-dire une face nord inviolée. Je crois que c'est 2 ou 3 fois les Grandes Jorasses quand vous montez. Et on le voit d'ailleurs sur les images, rien qu'à les regarder, on a une sorte de vertige tellement c'est insondable comme exploit, mais c'est l'homme. Voilà, c'est l'homme qui va sur la Lune, l'homme qui ira sur Mars, l'homme qui monte sur cette montagne, sur cette muraille de glace. Pourquoi ? Eh bien, c'est le premier vainqueur, enfin, celui qui a sans doute escaladé l'Everest en premier, mais il est mort, on n'a jamais retrouvé son corps, c'était un Britannique. Quand on lui avait dit, mais pourquoi vous allez à l'Everest ? Parce qu'il est là. Ben voilà, ils ont fait le Janus. Pourquoi ? Parce qu'il est là. Bravo à tous les deux. Ah ouais, bravo. Et un hommage à votre parrain. Oui, à mon parrain. Non, en fait, moi, ça m'évoque en fait une locution latine que j'aurais pu me faire tatouer si j'étais tatoué, mais je ne suis pas tatoué, donc c'est une information. Non, mais que j'adore et que j'ai fait mienne, c'est ad Augusta per Angusta, vers les sommets par des sentiers étroits. Et c'est peut-être en réalité ce que raconte Christophe Barbier. Rien n'est inaccessible, c'est ça le plus beau. Ad Augusta per Angusta. Sauf pour François Bayrou, l'Himalaya, il n'a pas réussi. Ah non, il n'a pas réussi. Non, alors là, vous nous la crevasse budgétaire, le gouffre de la dette. Vous serez capable d'une envolée lyrique un peu. Moi, j'ai un regard d'enfant terrifié face à ces images, parce qu'à la fois, je les trouve effrayantes et à la fois, je les trouve merveilleuses. Et je me dis, je pense aux enfants qui ont 8, 10, 12 ans, qui les regardent et qui ont envie probablement de ce genre de dépassement. C'est une image du dépassement pour moi et c'est pour ça que c'est très beau. Et vous savez à quoi ça renvoie aussi ? À une définition toute kantienne, donc Emmanuel Kant, de ce qu'est le sublime. C'est à la fois beau, magnifique, donc ces sommets enneigés, et dangereux. Parce que escalader une face aussi escarpée, c'est le danger. Le sublime, c'est ça, c'est la beauté et le danger. Comme une mer déchaînée, comme un sommet enneigé. C'est beau et c'est dangereux. Oh, c'est magnifique. Et c'est sur ces mots qu'on se quitte, les amis, mais on va se retrouver demain en toute liberté. Dans un instant, carte sur table avec Julien Arnaud, mais tout de suite le journal de Kadi Adoum.